Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. T'as passé une bonne semaine? Moyenne. Ah bon? Moyenne. As-tu des choses à raconter avant ta chronique? Non. Non, un petit potin. Tout va bien, Un petit potin. Dans le monde ufologique et un peu weirdo, tout va bien? Ah là, on pourrait en reparler. On pourrait faire une chronique essentiellement sur tous les inepties que l'on peut entendre dans une semaine concernant le phénomène des ovnis. Est-ce que j'ai touché un nerf, là? Effectivement, je pense que tu as touché un nerf. En fait, tu sais, il y a une quinzaine d'années, je me suis retiré de l'investigation sur le terrain. Ouais. Et en fait, une des grandes raisons pour laquelle je me suis retiré, c'est une sorte de trop-plein. Hein? C'est-à-dire que je constatais autour de moi que ce domaine-là glissait lentement vers toutes sortes de croyances et de spéculations, même dans certains cas outrancières. Et aujourd'hui, quand je regarde de loin un peu ce qui se fait sur le terrain, je me félicite d'avoir quitté ce milieu-là. Je trouve, il n'y a plus au Québec, mis à part peut-être une organisation qui s'appelle OVNI Alert, qui est dirigée par François Bourbeau, qui essaie d'avoir une approche assez cartésienne et rigoureuse du sujet des ovnis. Je dirais que le reste, parfois, malheureusement, on a l'impression d'être dans l'antichambre d'un discours presque religieux fanatique. Ah oui. Et ça, oui, c'est très malheureux. En tout cas, on pourrait en reparler éventuellement, faire une chronique essentiellement là-dessus. Où va donc l'ufologie? Ouais. Et quand ça implique des sacrifices de vierge, je pense que c'est le temps de te retirer. Oui, mais... ça commence à déraper un peu. Oui, mais je pense que moi, j'adhérerais, là. C'est là que je reviendrai. Non, c'est pas là. C'est là que je reviendrai. Fais-moi pas un Charlie Sheen, là. Tu vas pas dire des choses comme ça. Bon, parle-moi ton premier sujet, c'est une conspiration, laquelle? Oui, on revient encore, puisqu'on parlait d'OVNI, parlons de conspiration. On fait encore une fois un peu ce tour de l'actualité. La semaine dernière, l'ancien ministre canadien de la Défense, l'honorable Paul Allaire, s'en est pris ouvertement aux politiques du gouvernement américain qui l'accuse de maintenir une forme de conspiration du silence sur la question des ovnis. Donc, un discours qu'on connaît bien. Il a ajouté qu'il était persuadé que l'armée américaine jouissait aujourd'hui de technologies de pointe découlant de leur étude d'engins extraterrestres, sans doute récupérés lors de crash, comme le célèbre écrasement de Roswell survenant en 1947 dans le désert du Nouveau-Mexique. Ouais. Donc, pour les gens qui ne connaissaient, les gens qui auraient été absents de notre planète au cours des 20 dernières années, rappelons ce qu'est ce crash de Roswell. Juillet 1947, de leurs propres aveux, l'armée américaine reconnaît avoir récupéré les débris d'un disque volant, dit-on dans un communiqué, et ces débris-là ont été amenés à la base de Roswell. Avec les années, cet incident-là est devenu un peu le saint graal des amateurs d'OVNI et qui, eux, évidemment, soutiennent que ce disque volant n'était rien d'autre qu'une soucoupe volante et on aurait récupéré non seulement le disque, mais également ses occupants. L'armée américaine, de son côté, elle est revenue sur le sujet il y a quelques années en disant que l'objet en question n'était rien d'autre que les débris d'un ballon top secret du nom de projet Mogul. Quoi qu'il en soit, revenons à notre ancien... Oui? Mais ailleurs, je viens d'aller sur Wikipédia, la magie d'Internet, comme si j'étais pas un sans dessin. Il y a des femmes tout nues là-dedans. Non, là. Il y a des ovnis tout nus. Elliott était ministre de la Défense nationale dans le cabinet de Lester B. Pearson. Oui, en 1963. Là, écoute, il a quel âge, le pauvre monsieur? Il a 87 ans aujourd'hui. Mais là, est-ce qu'il a encore sa tête? Oui, il a 87 ans. Apparemment, il a toujours sa tête. Il est toujours actif, notamment lorsqu'il est toujours un peu conseillé auprès du gouvernement lorsque l'on parle de réforme monétaire et notamment des crises au Moyen-Orient. Il y a une photo de lui tout nu, c'est vrai, t'as raison. À 87 ans ou à 35 ans? À 87 ans, c'est moins On l'imprime! Donc, Allaire, comme tu l'as mentionné, qui était dans le gouvernement de Lester B. Pearson, avait été chargé à l'époque, en 1963, d'unifier la Royal Canadian Army, l'armée canadienne de terre, la Marine royale canadienne et l'armée de l'air dans une seule organisation qui est devenue aujourd'hui les Forces armées canadiennes. Donc, Allaire, il est allé de ses déclarations la semaine dernière lors d'un congrès sur les ovnis. Il se tenait à Scottsdale. Ah, c'est la semaine dernière qu'il a déclaré ça. Il a déclaré ça donc à Scottsdale, en Arizona. Il faut dire que même s'il a déclaré ça la semaine dernière, c'était pas la première fois qu'Allaire y allait de déclarations semblables. Hein. En 2005, il avait déclaré que les ovnis étaient aussi réels que les avions. Bravo pour Air Canada. Et 2 ans plus tard, dans une entrevue accordée aux Ottawa Citizens,
Il avait demandé à ce que les grandes autorités mondiales rendent public tout ce qu'elles savaient sur la question des ovnis et des extraterrestres, et ça de manière à ce que, grâce à cette technologie-là, on puisse enrayer les grands problèmes climatiques. Okay. Donc, rien de moins. Alain, comme je l'ai mentionné, 87 ans, a lui-même reconnu qu'il avait vu l'an dernier, en compagnie de sa femme, un ovni, alors qu'il était à Toronto. Mon Dieu! on rit dans cette chronique. Ben non, mais bon, voilà, il avait déclaré qu'il avait vu un ovni, donc, l'an dernier à Toronto. Et, de ses propres aveux, cet objet ressemblait à une étoile. Pendant le G8, ça? J'imagine. Le G8 pour les octogénaires. Quoi qu'il en soit, il disait que cet objet-là ressemblait à une étoile qui sautillait dans le ciel, mais dont les déplacements étaient tellement erratiques que tout ça excluait la possibilité qu'il puisse s'agir d'un avion. Donc, mais malheureusement, il faut bien l'avouer, là, soyons sérieux un peu, lors de cette déclaration qu'il a fait à Scottsdale, Alain n'a fourni aucune preuve de ce qu'il avançait, hein. C'est-à-dire il a simplement exposé ses propres croyances. Il a lui-même reconnu que durant l'époque où il était ministre de la Défense, il n'avait vu aucun dossier d'OVNI important lui passer entre les mains. Et encore là, il avait spéculé en disant peut-être que les dossiers importants étaient relayés à des autorités supérieures. Mais bien sûr, il n'a pas étayé cette affirmation-là. Donc, c'était l'époque, en 63, on virait fou. Oui, en 1963, faut pas se le cacher, c'était un peu l'âge d'or. Hein, les années 50 et 60, ça a été un peu l'âge d'or des OVNI. Mais d'ailleurs, lui-même reconnaît qu'à l'époque où il était ministre de la Défense, il n'a pas vu de dossier important concernant ce sujet. Moi, ce que je tiens à souligner ici, c'est dans cette déclaration, ce qui est intéressant, il y a quand même un élément intéressant là-dedans, même si tout ça semble un peu loufoque, c'est que depuis quelques années, je dirais depuis une quinzaine d'années, on avait l'impression, avant, si on regarde les années 80, jusqu'aux années 80, on avait l'impression que le sujet des ovnis était un sujet qui n'attirait que des zigotos, des sortes d'illuminés. Et puis voilà que depuis le milieu des années 80, fin des années 80, début des années 90, on a vu de plus en plus des gens de haut prestige, des gens crédibles, prendre position ouvertement dans la question des ovnis. Et ça, déjà, on voit un peu un changement de mentalité, et même si les preuves sont parfois un peu manquantes, le fait que ce changement de mentalité amène des gens importants... Christian, les preuves sont totalement manquantes. Tu m'arraches les mots de la bouche. Ils sont pas un peu manquantes, sont totalement manquantes. Effectivement, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un phénomène qui, même l'armée américaine, c'est bien important de le souligner. Souvent, lorsqu'on essaie de faire un nivelage par le bas, on nous dit, bon, l'armée américaine a étudié la question des ovnis et on dit que les ovnis n'existaient pas. Ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Après 20 ans d'études sur la question des ovnis, à l'époque, en 1969, lorsque l'armée américaine avait clos son enquête sur les ovnis, un projet qui s'appelait Projet Blue Book, l'armée avait dit, voici, nous reconnaissons qu'un nombre substantiel d'observations, à peu près 10% des observations, demeurent non identifiées. Ce n'était pas faute d'informations, hein. Il y avait déjà une catégorie qui était cas insuffisamment détaillée. Mais les 10% dont parle l'armée ici ne sont pas de ce groupe-là. Ils appartiennent vraiment à un groupe bien documenté, mais pour lesquels l'armée n'a pas trouvé d'explication. La deuxième notion qu'ils ont dit toutefois, et c'est là qu'est le bémol, c'est qu'aucune de ces observations, même si elles demeurent non identifiées, ne permet d'affirmer que nous sommes visités par des extraterrestres. C'était vrai à la fin des années 1960. À la fin des années 1990, Lawrence Rockefeller a refait un peu le même exercice en demandant à des scientifiques de réévaluer la question des ovnis. Et les scientifiques avaient pris la même position, c'est-à-dire, oui, il y a des dossiers bien documentés, des dossiers intéressants, mais de là à affirmer que ces anomalies aériennes soient des preuves que nous sommes visités par des extraterrestres, il y a loin de la bouche à la coupe ou de la coupe à la bouche. C'est comme tu voudras. J'ai rien dit. Tu veux me parler aussi des gènes extraterrestres? Ben oui, puisque nous sommes déjà dans les extraterrestres. Le 22 février dernier, le journal The Canadian, une publication qui se consacre aux idées progressistes et à la contre-culture, a publié un long, très contre-culture, a publié un long article à saveur scientifique annonçant que les êtres humains pourraient bien avoir des gènes d'origine extraterrestre. Bon, là, je vois déjà, tu sais, comme dans les westerns, le petit buisson qui passe en entendant le vent, là. Je vois ça passer dans ton regard. Disons d'abord que tous les êtres vivants
ont des séquences non codées d'ADN, hein, des espèces de chaînes d'ADN qui ne semblent pas jouer un rôle dans la mécanique génétique. Hein. Les scientifiques appellent d'ailleurs ces séquences non codées de l'ADN résiduel, ou, si tu préfères, pour utiliser l'expression anglaise, du junk ADN. Des restants d'ADN. Ouais, c'est ça. C'est des sortes d'amygdales ADN. On ne sait pas à quoi ça sert. Pas à quoi ça sert. Là, ça prend de la place. Voilà. La plupart des généticiens croient d'ailleurs que ces séquences non codées seraient des résidus de nos stages d'évolution. Donc, évidemment, avant d'être des primates évolués comme nous sommes, avant ça, évidemment, on était des mammifères, des poissons, etc. Donc, dans la longue chaîne d'évolution, d'ailleurs, quand on regarde l'évolution du fœtus dans le ventre de sa mère, on voit qu'on passe par différents stades. Parfois, on ressemble, au début, l'embryon ressemble à un tétard, ensuite, on ressemble un peu à un lézard, donc on voit tout ça. Et je sais que ça semble un peu bizarre de dire ça, mais bon, des séquences résiduelles de cet ADN pourraient provenir de ces éléments d'évolution. Donc, la semaine dernière, des chercheurs du Human Genome Project, un groupe de chercheurs qui travaillent au décodage du génome humain, ont annoncé que 97% des séquences résiduelles de ce junk ADN pourraient bien être des vestiges de notre évolution, pourraient être autre chose que des vestiges de notre évolution, dis-je, mais plutôt de l'ADN d'origine extraterrestre. Bon, évidemment, tout ça fait titiller, mais d'après ces chercheurs, ces séquences d'ADN résiduelles semblent en effet se compléter en elles-mêmes, comme si elles étaient auto-interdépendantes ou non dépendantes de notre propre ADN. Et pour ces scientifiques, il semble y avoir une indication que notre code génétique pourrait avoir été modifié il y a très longtemps par des extraterrestres. En fait, l'un des chercheurs, le professeur, je vois ton scepticisme. Non, mais... Le professeur Cham Chong, responsable du projet, va même plus loin. Il affirme que ces séquences non codées d'ADN sont la preuve irréfutable que dans un passé fort lointain, les extraterrestres seraient venus sur Terre et auraient mixé leur ADN à nos ancêtres primitifs. D'abord, ces images sont très laides. Et deuxièmement, on ne sait pas de quoi il avait l'air. Non. Et troisièmement, comment il peut affirmer ça? Je comprends pas. Parce qu'il y a ces résidus ADN, ça reste un peu complexe, mais inutile de dire que cette affirmation-là est loin d'avoir soulevé l'intérêt ou l'unanimité dans les milieux scientifiques, hein. Okay. Mais ça a été quand même bien accueilli par les gens qui croient effectivement que dans le passé, les extraterrestres sont intervenus dans l'histoire humaine. Tu sais, il y avait d'ailleurs un scientifique qui s'appelle Leslie Howard qui a publié récemment un ouvrage qui s'appelle If in Doubt, Blame the Alien. Et en fait, ce qu'il souligne, c'est qu'effectivement, avec les années, les extraterrestres sont devenus une sorte de fourre-tout. Et dès qu'on arrive à un phénomène un peu mystérieux, étrange, inexplicable, évidemment, les extraterrestres sont jamais très très loin. Donc, if in doubt, blame the alien. Si vous êtes dans le doute, accusez les extraterrestres. Okay. Il n'est pas interdit de penser qu'il peut y avoir des énigmes dans le décodage du génome humain, mais de là à penser qu'on a été manipulé dans le passé par des extraterrestres, évidemment, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je demande à attendre. Tu sais, je demande un petit peu plus de preuves. Mais Christian, en même temps, la Terre elle roule sur elle-même dans l'univers. On n'est pas seul dans l'univers. Et quand on dit extraterrestre, ça veut pas dire que c'est des bébites qui nous ressemblent. Ça peut être des cellules, ça peut être des microscopiques. Oui, d'ailleurs, en fait, dans le grand débat scientifique, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un scientifique, un physicien américain d'origine japonaise qui est très haut coté. En fait, je te dirais que c'est un peu le nouvel Einstein. Il s'appelle le professeur Michio Kaku. Et lorsque je l'avais rencontré il y a quelques années à New York pour faire une entrevue, Michio Kaku me disait, je suis pas fermé à l'idée qu'on soit visité par des extraterrestres. L'idée qu'une civilisation hyper développée dans l'univers puisse développer des moyens de communication, que ce soit par radio, par onde ou même physique, se déplacer d'un point A à un point B, que ces gens-là puissent nous visiter. J'ai pas de problème à ça. Je suis assez ouvert à cette question-là. Là où je titille, c'est lorsque l'on me raconte que ces gens-là ont vu des extraterrestres, 2 bras, 2 jambes, une tête. Là. En fait, des extraterrestres qui nous ressemblent à notre image. Ouais, donc c'est un comme peu Dieu. Ça. Oui, mais... On a créé des extraterrestres comme Dieu à notre image. Oui, ou Dieu nous a créé à son image, créant des extraterrestres comme à son image à lui. OK, donne-moi une seconde, je vais réfléchir à ça. Pendant la pause, on revient avec Christian Page.
Vous écoutez du Trizac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. De retour avec Christian Page. Je vous rappelle l'augmentation du prix de l'essence. Ça va passer d'une pièce et 24 à 1,33 d'ici demain matin. Vous avez besoin de faire le plein. Si vous êtes en vaisseau spatial, faites un croche, faites le plein. Un stationnef, comme disait Stromgol. Un stationnef. Un stationnef, il y a que 2 places, ouais, décapotable. D'accord, c'est correct. Invisible prédateur, c'est quoi ça? Ben oui, effectivement, depuis quelques jours, la presse mexicaine s'est fait l'écho de toute une série d'agressions rapportées sur des animaux de ferme dans le nord du pays. En fait, le 16... Ben oui. Le 16 février, en fait, 12 moutons ont été tués et une dizaine d'autres blessés sur une ferme à Estacio de Terrazas, dans le comté de Chihuahua. Les bêtes tuées ont apparemment été attaquées par un animal inconnu qui les a mordus à la gorge avant de boire tout leur sang. Oh! Et oui. C'est pas ça qu'il fait. Aïe, aïe, aïe. Une autre attaque semblable est survenue le 21 février, toujours dans le comté de Chihuahua. Là encore, l'animal inconnu s'est attaqué aux moutons. 20 bêtes ont été tuées et 25 autres blessées. Comme dans le cas des premières agressions, le prédateur inconnu a littéralement vidé ses proies de leur sang. Et comble de malchance... Mais vidé, là. Vidé, oui. Et comble de malchance, à la paille. Et comble de malchance, une troisième attaque s'est produite quelques jours plus tard, mais sur les terres du même fermier qui avait subi la deuxième attaque de la bête. Et cette fois-là, le monstre vampire a tué 15 autres moutons. Ça coupe un cheptel. Ça coupe un cheptel. Ben oui. Même toujours dans le Chihuahua. Toujours dans le comté du Chihuahua. Et même s'il n'y a eu aucun témoin oculaire aux attaques, les villageois accusent ouvertement le Chupacabra d'en être responsable. Alors, le Chupacabra. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le Chupacabra... Toujours dans le comté de Chihuahua. Toujours dans le comté de Chihuahua, dans le nord du pays. Oui. Et le mot Chupacabra, en fait, en espagnol, une traduction littérale veut dire le suceur de chèvre. En fait, c'est un animal légendaire de la culture hispanophone qui serait à mi-chemin entre la gargouille et le kangourou. Il se nourrirait du sang de ses victimes et ses pattes postérieures très puissantes lui permettraient de courir vite, vite, vite. C'est entre quoi, le kangourou et quoi? Entre la gargouille, la gargouille et le kangourou. La gargouille, ça existe pas, une gargouille? Mais le Chupacabra... C'est un mythe. Oui, mais le Chupacabra, oui, lui. Le Chupacabra, parce qu'il mange les chèvres. OK. Donc, ça vient avec une sauce aux tomates. Le Chupacabra, donc, c'est comme un loup-garou. Ouais, mais avec une tête avec des pattes de kangourou et une tête de gargouille et des pattes postérieures excessivement puissantes, qui courent vite, vite, vite. Oui. Et ces pattes-là lui permettent de sauter par-dessus des hauts obstacles, par-dessus, par exemple, les clôtures et même sur les maisons. Et c'est gros, c'est petit? C'est quoi? Parce que là, 15 moutons, 20 moutons, 4 chameaux, une souris verte, c'est du sang à têter, ça. Ouais. C'est gros comme un kangourou, mais ça a soif. Ah oui, ça a soif. Faut que je te conte, puisqu'on parle du Chupacabra, j'ai une petite anecdote à te raconter vraiment extraordinaire. Je t'en prie. Montrer comment les mythes ont la vie dure. Il y a quelques années, je me trouvais à Miami avec les services de police du centre Miami. Donc, si tu as été à Miami, c'est la police, pour les gens qui connaissent le secteur, on appelle la police le Metrodale. Oui. La police de Metrodale. Donc, j'étais là pour faire un reportage sur le triangle des Bermudes. Donc, je parlais avec les policiers. Et le hasard, purement par hasard, alors que je suis là, les policiers enregistrent une plainte pour une attaque de Chupacabra. Et tu sais que les quartiers est de Miami, c'est ce qu'on appelle Little Havana, la petite Havane. Oui. Mais en fait, les gens qui vivent là ne sont pas tous des gens qui viennent de la Havane. On a là, en fait, des communautés hispanophones de toute région, des Latinos. Oui. Donc, les policiers me regardent et me disaient, ça te tente-tu de nous accompagner? Alors, un fou d'une poche, ou dans la poche du kangourou du Chupacabra, j'ai sauté dans la voiture et hop, direction Little Havana. Lorsqu'on est arrivé sur la ferme en question, il y avait effectivement, je crois, 2 chèvres de mortes et une dizaine de poulets. Et il y avait là le directeur du zoo de Miami qui était sur place également pour constater les dégâts. Avec un cure-dent entre les dents. Qui avait été appelé par les services de police. Ouais. Et on voyait très clairement sur le côté d'une des clôtures, on voyait très clairement, là, je te le dis, le trou fait par le chien. En fait, on voyait très clairement les marques laissées par un chien qui était passé sous la clôture et qui avait attaqué les animaux. Et on le voyait même dans le barbelé, en fait, le fil de métal de la clôture, on voyait très clairement là, des touffes de poils
Et je peux même t'affirmer que c'était un animal qui devait ressembler à un Golden Retriever, un chien de type Golden Retriever. Il avait une fourrure beige, là, beige doré. Ouch. Et malgré que ces poils-là ont été montrés aux gens qui étaient là, les fermiers en question, le seul mot qu'on entendait, c'était Chupacabra. Donc, est-ce qu'il y a des images de ça? Est-ce que le Chupacabra? Non, malheureusement, il court vite. Pas le temps de le filmer. Pas le temps de le saisir en photo. Donc, mais pour te montrer, hein, donc on voit en limite, on l'avait dit, hein, on avait beau présenter ces poils-là aux gens qui étaient là. Parce que c'était un chien qui avait Oui, parce que c'était clairement un chien qui avait pénétré sur les terres, qui s'était attaqué au bétail. Mais parce que les gens croyaient à cette histoire du Chupacabra, il y avait absolument rien à faire. Le mythe était plus fort que la raison. Écoute, je viens d'apprendre quelque chose. Moi, le Chupacabra, vraiment. Oui. J'avais aucune idée. Ça existait. Donc, l'an prochain, quand tu voudras te déguiser pour l'Halloween, tu sais quoi faire? En Chupacabra. Mais faut-tu courir vite? Je vais surprendre ma blonde. Ouais, mais faut-tu courir vite, par exemple. Je suis capable. Tu es capable de sauter haut? Quand j'ai vraiment peur. Sauter haut? Je peux sauter haut, à mon âge. La misère à me lever d'une chaise. Un monstre mystérieux dans le lac de Windermere. Pas un Chupacabra? Non, ça, c'est autre chose. Oui, en fait, c'était le 21 février dernier. La presse britannique s'est fait l'écho de l'apparition d'un monstre lacus dans le lac Windermere, qui se trouve dans le nord-ouest de l'Angleterre. Hein. C'était 2 jeunes kayakistes, pour rappeler un peu les événements. Regarde, excuse-moi, il y a un auditeur qui m'a envoyé les images d'un Chupacabra. Ah oui, effectivement. C'est laid en désespoir. Oui, effectivement. Tu m'as demandé tantôt, est-ce que ça existe? En fait, c'est vrai que depuis quelques années, on voit circuler sur le web toutes sortes d'images, par exemple, de renards qui souffrent de problèmes génétiques, donc qui ont perdu le poil ou des trucs comme ça. Ouais. Et effectivement, on tire là-dessus à qui mieux. Donc, à chaque semaine, on a une nouvelle photo du Chupacabras. Et finalement, c'est jamais le Chupacabras. C'est ou un chien malade, ou un renard malade, ou un animal bizarroïde, etc. Mais ça se perd toujours. Hein. C'est toujours un peu nébuleux les origines de ça, et on n'arrive jamais à mettre à la main sur le vrai Chupacabra. T'sais. Donc, l'Internet est une véritable collection de photos d'à peu près Chupacabra sans être vraiment le Chupacabra. Mais on en parle dans le Kentucky, c'est pas juste dans le sud des États-Unis. Non. En fait, le phénomène du Chupacabra, mon Dieu, ça te fascine cette histoire-là. Le Chupacabra est apparu. Huffington Post. La fin des années 80, début des années 90, le Chupacabra fait son apparition dans l'île de Porto Rico. À ce moment-là, il n'est qu'un animal qui fait partie du folklore, un peu comme ici les loups-garous, le bonhomme sateur et autres. Et puis voilà, fin des années 80, début des années 90, une série de morts mystérieuses à Canovanas, dans l'île de Porto Rico, vont être rapportées. Et là, le mythe du Chupacabras est replacé à la une. Hein. Il refait à nouveau la manchette. Et à partir de là, l'animal, ou en tout cas des supposées attaques de l'animal, vont être rapportées un peu partout aux États-Unis, en Amérique centrale et même en Amérique du Sud. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est toujours rapporté dans les communautés hispanophones, là où, bien sûr, le mythe est le plus tenace. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, on n'a jamais mis la main sur un Chupacabras, et toutes les analyses effectuées sur des supposées attaques de Chupacabras reste très contradictoire. C'est-à-dire que certains croient que qu'un animal a réellement été éventré, exsangué par un Chupacabras. Il n'y a jamais une contre-expertise qui est fournie. OK, faut que je t'arrête. T'es trop parti sur ton Chupacabra. Je savais que ça t'exciterait. Non, c'est vraiment intéressant, c'est très drôle. Merci, Christian Page. Ça m'a fait plaisir. Merci à Larry, à François et à Stéphane qui a aidé à l'émission aujourd'hui. On se reparle demain dès midi. Au revoir.